Bonjour à toutes et tous, ou bonsoir. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Orchidée. Donc, je reviens dans un nouvel audio aujourd'hui concernant la série Karma. Excusez-moi, dans lequel il y avait eu effectivement un événement poignant, donc la disparition de Majib. Et là, j'aimerais donc analyser de mon point de vue l'épisode 10 et voir ce qui peut en ressortir et quels sont les indices que l'on peut retenir. Tout d'abord, cet épisode a commencé avec une très belle scène d'ouverture entre Amiléa et Majib qui se trouvaient dans un lieu paradisiaque avec une eau turquoise. Et ce qui est interpellant, c'est qu'ils étaient tous deux vêtus de blanc, totalement. Comme si le réalisateur nous préparait au départ de Majib ou éventuellement à son coma. Soit son décès, soit son coma. Et leur conversation était très douce, très profonde, on va dire, dans le sens où il lui a expliqué que peu importe où il se trouverait, même s'il n'était plus là physiquement, il continuerait d'être près d'elle. Donc là, c'est comme si on nous préparait à son départ ou à une longue séparation entre deux, voire une séparation éternelle, et comme si leur lien ne serait plus physique, mais deviendrait uniquement spirituel, fait de souvenirs, d'instants d'éternité par le biais de leurs souvenirs, de ce qu'ils ont vécu ensemble, mais qu'ils ne pourraient plus du tout se connecter l'un à l'autre physiquement parlant. Et cette scène, lors de cette scène, on constate que Majib, lui, a des lunettes noires, des lunettes de soleil noires, et celles d'Amiléa sont plus claires, elles sont roses. Donc c'est comme s'il y avait ce contraste-là entre leurs deux avenirs, comme si celui de Majib était déjà malheureusement déjà teinté de noir, tout tracé, et qu'il allait être entouré d'obscurité, comme ça a été le cas. On voit que c'est quelqu'un qui est tourmenté depuis le début de la série, et malheureusement sa fin va sûrement être tragique, sombre. Et Amiléa, par son caractère, va sûrement se relever, continuer d'aller de l'avant. Et cette scène, on voit qu'elle se ferme sur une vue d'en haut, large, comme une envolée, comme si l'âme de Majib s'était envolée et que c'était son départ, qu'il tirait sa révérence et qu'en même temps il continuerait de veiller sur Amiléa, puisque la vue en hauteur comme ça, en regardant sur terre, c'est comme si il y avait une entité qui veillait, qui continuerait de veiller sur ceux qui sont restés. Donc voilà, c'est une hypothèse. Et la deuxième scène nous replonge direct dans la réalité. La réalité nous rattrape dans cette seconde scène où les policiers annoncent avoir retrouvé la voiture sans dessus-dessous, avec des traces de bagarre, le collier de Majib, des matraques. Donc il y a bien eu violence et il y a réellement une inquiétude par rapport à cette situation. Est-il vivant? Est-il mort? Est-il kidnappé? Est-il dans le coma? On ne sait pas. Là, je vais vous parler d'Anne-Marie. Anne-Marie, donc on voit une scène où Ziggy la sermonne par rapport à sa situation ambiguë entre son amie Aziz qu'elle voit et le fait qu'elle soit mariée. Et ensuite, une autre scène intéressante a été la scène entre Boris et Anne-Marie, et Ndeye-Marie, pardon, justement. Je l'appelle Anne-Marie, mais c'est Ndeye-Marie. Une scène intéressante où ils sont dans leur salon. Et Ndeye-Marie vient s'excuser justement de son comportement qu'elle a eu, du comportement agressif qu'elle a eu les derniers jours envers Boris. Et là, ce qui est intéressant de soulever, c'est qu'elle est vêtue de noir. Elle a un t-shirt noir. Elle est dans un endroit de la pièce qui est moins lumineux que celui où se trouve Boris, qui lui est assis près d'une lampe. Donc on voit que Boris, lui, est assis
dans le côté le plus clair, le plus illuminé de la pièce. Le fait qu'il soit assis, ça dénote, ça révèle en fait le fait que mentalement il se sente stable et émotionnellement aussi par rapport à son mariage. Il se sent établi dans son mariage, il se sent du moins à sa place, il est bien auprès d'Anne-Marie, tandis qu'elle, elle est debout. Donc on la sent sur le qui-vive, elle est tout le temps en alerte. Elle est prête à partir physiquement, tandis que mentalement et émotionnellement, on voit clairement qu'elle a déjà pris la poudre d'escampette, elle est déjà partie mentalement et émotionnellement. Et le fait qu'elle soit vêtue de noir, ça nous... Bon, c'est pas une devinette, mais on voit bien que ça renvoie à la peur, à l'angoisse, au vide. Elle doit se sentir vide intérieurement parce qu'elle n'a pas de sentiment amoureux envers l'homme avec lequel elle est mariée. Et elle est totalement désemparée et tiraillée. Et ça contraste totalement, son t-shirt noir contraste totalement avec le t-shirt rose, blanc, nuancé, voilà, de rose et de blanc de Boris. Sa chemise à carreaux du moins, qui elle a une couleur plus douce, qui reflète plus la clarté. Mais lorsqu'on zoome sur Boris, ce qui est intéressant, d'après mon interprétation, c'est, vous l'avez sûrement remarqué, c'est l'abat-jour qui est tout près de lui. Donc cette lampe qui éclaire qu'une seule partie de son visage, et l'autre partie est beaucoup plus sombre. Donc la partie la plus claire de son corps qui est éclairée, du moins de son visage, est le côté gauche, donc le côté du cœur. Et ça fait référence pour moi, ça fait référence à son calme olympien qu'on voit depuis le début de la série. Il est très posé, très calme, il sait contrôler ses émotions, il sait pourquoi il s'est marié. Il a les idées claires, il a une vision claire face à la direction qu'il souhaite donner à son mariage. On voit qu'il se projette souvent, il parlait d'immobilier, d'achat immobilier lors d'un repas au restaurant avec Anne-Marie par exemple. Il se projette clairement et il est au clair par rapport à son ressenti, ses émotions et son amour pour Anne-Marie. Tandis que il y a une partie obscure de son visage, bien sûr, du côté où il n'y a pas la lampe, et c'est le côté droit. Et ce côté obscur, moi, m'a fait penser à peut-être une face de lui qu'on n'a jamais vue, qui va ressortir à force de subir le comportement d'Anne-Marie. Déjà, on voit qu'il est beaucoup plus crispé qu'habituellement. Il a une attitude... Dans son attitude, on voit qu'il se mord les lèvres, il se retient de dire le fond de sa pensée à Anne-Marie. Et ça démontre qu'il commence, pour moi, à mon sens, à ouvrir les yeux. Il s'interroge énormément. Et peut-être que le réalisateur nous met le doute, mais peut-être qu'il en sait déjà plus qu'on ne le pense, en fait, et qu'il ne laisse paraître. Moi, je pense que c'est une personne calme dont il faut quand même pas se méfier, mais ne pas prendre non plus pour un doux imbécile. Je pense pas. Il a cette ambivalence-là qu'on voit au niveau de son visage entre obscurité et clarté, pourrait peut-être laisser présager qu'il pourrait se révéler peut-être violent, verbalement ou physiquement, envers Anne-Marie par la suite. Si leur relation continue sur cette voie. Et le self-control auquel il nous a habitués va peut-être le lâcher. Et peut-être qu'on verra une face beaucoup plus sombre, plus dangereuse, plus sournoise, jalouse et revancharde. Et suite à cette scène, on enchaîne avec une scène aussi très très intéressante où l'on voit Anne-Marie qui a du mal à se regarder dans le miroir. Elle ne parvient même pas à soutenir son propre regard. Donc elle est pleine de culpabilité, on ressent, c'est une très bonne actrice, j'aime beaucoup son jeu. On ressent vraiment une culpabilité intense, immense en elle. On sent qu'elle se sent vide par son regard, désespérée. Elle joue tellement bien, on croirait que c'est réel. Et on peut ressentir, voir ses tourments intérieurs.
Et là encore une fois, son haut noir, son t-shirt noir et sa mine triste dénotent totalement, encore une fois, avec le décor aux couleurs qui sont beaucoup plus apaisantes et chaudes. Donc il y a du jaune, du beige dans la salle de bain, des couleurs très apaisantes, pleines de clarté, qui reflètent la lumière et qui fait référence pour moi à ces couleurs-là font référence pour moi à l'ambiance et au confort familial dans lequel elle baigne, mais dont elle n'arrive pas à profiter pleinement du fait de son tourment intérieur. Pardon. Et elle n'arrive pas à s'imprégner intérieurement de cette ambiance familiale chaleureuse qui réside dans la maison, parce qu'elle est trop tiraillée, trop torturée. Donc j'ai bien aimé ce contraste-là, et le fait qu'elle soit face à ce miroir, qu'elle n'arrive même pas à soutenir son propre regard, montre qu'elle a un combat intérieur violent, et qu'elle est en combat avec elle-même en fait. Elle croit en vouloir à la terre entière, mais le problème vient d'elle aussi. Il y a un manque en elle qu'elle n'a pas réparé. Et je pense qu'une bonne dose d'introspection, une thérapie ou peu importe, l'aiderait. Donc, et le fait d'être face au miroir, donc on dit que le miroir c'est le reflet de la vérité, il y a son masque qui tombe face à elle-même, son propre masque tombe, et elle n'arrive même plus à jouer ce rôle-là, elle n'arrive plus à se mentir à elle-même, et elle n'a même plus la force de se regarder en face. Et là, dans cet épisode, l'expression « les masques tombent » prend tout son sens, d'autant plus que cette scène où on voit Anne-Marie qui n'arrive pas à soutenir son propre regard dans le miroir, du fait de son sentiment de culpabilité, du fait qu'elle se sente perdue. J'ai aimé la transition qui a été faite directement avec Shérif, qui entre avec un lever de rideau. Donc il s'introduit dans la pièce où il y a les diamants, et dans le monde du spectacle, le lever du rideau annonce un moment important qui signale le début d'un événement. Donc justement, l'événement là, c'est la découverte des diamants qui ont été dérobés, ou du moins pour lesquels il y a un litige entre les potentiels agresseurs ou ravisseurs de Majib et Kani et Shérif. Donc là, la deuxième théorie de la vidéo précédente que j'ai postée la semaine dernière se précise. Donc il semblerait bien que le sort d'Abdul Majib soit du fait des manigances de Kani et Shérif. Et on constate que Kani fait preuve encore une fois de manipulation. Elle dissuade de parler des diamants à la police, alors que Shérif, lui, dans son élan fraternel, veut justement en parler à la police pour mettre toutes les chances de leur côté pour retrouver son frère sain et sauf. Et une autre scène qui est très intéressante, toujours entre Kani et Shérif. Là, on voit clairement le vrai visage de Kani. C'est dans la maison familiale, lorsque Kani et Shérif se trouvent dans la cuisine. On voit que Kani prend clairement l'ascendant elle prend clairement l'ascendant sur Shérif, et le somme de bien se comporter. Elle le sermonne comme si c'était même un enfant. Je crois qu'on parle avec beaucoup plus de bienveillance. Elle lui parle d'une telle manière, et on sent qu'elle a vraiment une emprise sur lui. Même le geste qu'elle a eu à la fin, où elle lui met la main au niveau de la nuque, c'est un geste pour moi qu'elle a plein de manipulation, de perversion, et qui n'est pas du tout bienveillant. C'est pas je te mets la main à la nuque par douceur, mais je te mets la main à la nuque parce que je te tiens en laisse, pour moi. Et on voit qu'il est vêtu, lui, de rose, Shérif. Donc ça fait penser à Boris, donc deux hommes qui sont assez passifs, on va dire, qui subissent un petit peu, qui ont du mal à s'imposer. Et quelque part, c'est très révélateur, en fait, cette couleur est très révélatrice de justement cette faiblesse-là, entre guillemets, qu'ils ont en ce moment-là, dans ces situations-là.
Parce que le rose n'a pas qu'un côté positif, hein, au-delà que ça fait référence à la féminité, à la douceur, ça a une signification négative qui fait référence au manque de confiance en soi, au manque de volonté. Et cette couleur rose, pâle, douce, elle tranche avec le vert le vert flèche, le vert très, très pétillant de Kani, qui est très ambivalente aussi dans cette scène. Donc on voit qu'elle souffle le chaud et le froid. Elle est d'une part pleine d'espoir quant au fait que Majib va s'en sortir sain et sauf, qu'ils vont pouvoir, que la police va mener l'enquête et qu'il va être retrouvé. Elle sous-entend que comme la famille de Majib est une famille aisée, on comprend hein, par ces mots que les ravisseurs ne vont sûrement pas mettre fin à ses jours, mais qu'ils vont sûrement demander une somme d'argent importante ou que sais-je. Et donc il y a ce côté-là, l'espoir, cet optimisme-là avec le vert qu'elle porte, qu'elle laisse transparaître. Et en même temps, le vert signifie, d'un point de vue négatif, l'échec, l'infortune. Et ça, c'est pas négatif, mais le vert fait aussi référence à sa couleur, fait référence à l'argent, hein, à la richesse. Donc tout ça, c'est un imbroglio pas possible par rapport au caractère et aux intentions de Kani. Donc on voit qu'elle souffle le chaud et le froid. Elle crie sur Shérif, elle lui parle de manière très autoritaire, très rabaissante. Et en parallèle, elle lui dit « je serai toujours là pour toi » avec des gestes attendrissants, soi-disant attendrissants. Et en même temps, elle est obnubilée par les diamants, par l'argent, par sa soif de contrôler la situation. Et à aucun moment, elle est vraiment inquiète pour Majib. Donc vraiment là, on n'a plus de doute sur le caractère de Kani. Et ce qui est intéressant, bon, cette scène, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais je me disais bien que quelqu'un avait entendu la conversation. Mais je ne savais pas qui ça allait être. J'ai pensé à Selbé et effectivement, c'était Selbé. Donc Selbé a entendu toute la conversation. Et sachant que Selbé est une personne qui a l'air de ne pas pouvoir cacher ses émotions, elle est très impulsive, très spontanée. Donc, est-ce qu'elle va en parler ? Ça serait intéressant qu'on revoie son mari, parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on ne l'a pas vu. Est-ce qu'elle va lui en parler ? Non, je suppose que oui, parce qu'ils sont assez complices. Lui, est-ce qu'il va pouvoir retenir lui aussi ses émotions et son franc-parler ? Je ne sais pas, mais c'est très très intéressant qu'il y ait eu cette ouverture-là avec Selbé. Donc la suite, à voir la suite. Et des petites parenthèses, voilà, des petits points qui étaient intéressants, mais voilà, sur lesquels je ne vais pas m'attarder non plus. Le père de Ndeye-Marie, hein, on voit qu'il a une... il reste stoïque hein, face à la situation, face à la disparition de Majib. Est-ce qu'il jubile intérieurement ? Est-ce qu'il est juste indifférent, stoïque ? Voilà, mais en tout cas, il ne pipe au mot. Bon, pour moi, ça ne laisse pas présager que c'est lui qui est derrière tout ça. Je ne pense pas. Je pense juste que c'est un père qui a eu très mal de voir sa fille dans une telle situation, se faire humilier et trahir. Et de ce fait, voilà, il n'arrive pas à faire l'hypocrite et il n'arrive pas à s'apitoyer sur le sort de Majib. Même si je trouve ça assez dur, parce que là, c'est une situation grave. Et ce qui est très amusant, c'est de voir la mère de Ndeye-Marie qui, tout à coup, s'est adoucie. Donc, elle a vraiment un cœur de maman, hein. Malgré tout le mal qu'il a fait, malgré le fait qu'elle ne porte pas forcément Majib dans son cœur. On voit qu'elle est quand même très attristée, hein. Ça reste une belle âme. Et comme on dit, les chiens qui aboient sont souvent pas ceux qui mordent. Et là, on le voit très bien avec la maman de Ndeye-Marie. Et pour terminer, on voit que le père de Lamine, le papa Saliou,
ne souhaite pas que Lamine révèle à Maï qui sont à l'origine du sort qui s'acharne sur leur fils. De mon point de vue, ça va être très 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 délicat de lui le dire. Maï est une fille droite, entière, et elle attend de même des autres. Hein. Elle est souvent déçue, elle a déjà été déçue à plusieurs reprises donc par cette famille. Et moi je me dis, dans tous les cas, je pense que la situation a déjà pourri. La situation est déjà désastreuse, parce que qu'ils le lui disent maintenant ou qu'ils lui le disent après la guérison du fils, elle se sentira trahie quoi qu'il en soit. Comment pourrait-elle encore faire confiance à ses beaux-parents sachant cela? Comment pourra-t-elle encore vivre avec eux, sachant qu'ils l'ont exposé à un tel danger et que ça s'est répercuté sur son fils? Et comment pourra-t-elle donner une deuxième ou une troisième chance, je ne sais pas, à Lamine, sachant qu'il n'y aura pas révélé tout ceci? J'entends l'argument du père Saliou qui lui souhaite d'abord et avant tout que des soins traditionnels soient prodigués à son petit-fils pour ensuite régler les litiges, hein, pour ensuite révéler la vérité. Ça peut s'entendre, mais en parallèle, je me mets à la place de Maï et elle est vraiment pas gâtée. Vraiment, c'est une fille qui ne fait pas de mal, qui est très douce, très calme. Et c'est peut-être pour ça, elle est peut-être un peu trop conciliante et c'est peut-être pour ça, voilà. Mais c'est vraiment dommage. Voilà, ça va être une situation en tout cas très très compliquée à démêler, je pense. Et sachant qu'elle a quand même du caractère, Maï, je suis pas sûre que... Est-ce que leur mariage va survivre à cela? À voir. En tout cas, c'était un épisode aussi, encore une fois, très intéressant. Et j'attends avec impatience dans les prochains jours l'épisode 11. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez laisser des commentaires, ce sera avec plaisir, bien entendu. Si vous avez d'autres hypothèses, d'autres analyses, ce sera toujours intéressant de vous lire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.